Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h09, nous allons évidemment revenir sur les midterms. Les résultats ne sont pas définitifs, il y a encore plein d'inconnus. Jean-Éric Brana sera avec nous en direct dans quelques minutes. Mais tout de suite, je voudrais prendre Mohamed, qui est à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités, aux auditeurs. Alors je voulais dire Mohamed, et je voudrais dire que je vous remercie d'appeler 0826 300 300, vous êtes nombreux à appeler ce matin et sur plusieurs sujets. Je suis très heureux que vous soyez à l'antenne, c'est la raison pour laquelle pendant ces 2 heures, vous êtes à l'antenne. Pourquoi ? Parce que vous nous donnez des informations et vous réfléchissez avec nous. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je suis très heureux de vous avoir à l'antenne tous les matins. 0826 300 300. Nous avons eu beaucoup d'appels sur le bateau Ocean qui est Viking, qui est au large des côtes siciliennes aujourd'hui et qui se dirige vers la Corse et les côtes françaises. Est-ce qu'il faut accueillir ce bateau ou pas ? Mohamed, vous nous dites qu'il y a 2 poids 2 mesures. Expliquez-vous. Voilà, je crois qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Moi, je vois ce qui se passe en Ukraine, la guerre en Ukraine. Je veux dire, je trouve affreux pour ces gens. Poutine, c'est un affreux jour. Et je le pense que Zelensky, je pense qu'il envoie des gens à la boucherie carrément. Je veux dire, c'est un gars qui veut pas la paix. Je pense que les 2 pays sont corrompus. Un qui est classé 72e. C'est la Russie, l'autre 68e au niveau corruption et la France 22e. Je veux dire, ces gens, on les accueille dignement, on leur propose des logements. Et je vois que les Africains, moi je suis clair, je veux dire, je vois ce qui s'est passé à Alep où il y a eu 5 millions de déportés, c'est des gens qui fuient la misère, la guerre, les dictatures, et je veux dire, ces gens vivent sous des tentes. Voilà, quand je vois ce bateau, ces gens, ils ont fui quand même. Ils ont fait quelque chose de terrible et on les balade d'un côté à de l'autre. Je ne sais pas s'il n'y a pas des maladies qui se sont déclenchées sur ce bateau. Je me dis où est l'humanitaire, où est l'humanité là-dedans. Je me dis vraiment, il y a 2 poids et 2 mesures. Si on ne veut pas que ces gens viennent, qu'on les aide dans leur pays, je veux dire, une coopération. Voilà, je crois que l'intérêt c'est ça. Je pense pas que les gens aient envie de partir comme ça de chez eux. Je pense que s'il y a une vraie aide, une vraie coopération, un échange 50-50, je pense que ces gens resteront chez eux. Je vois ce qui se passe en ce moment sur le Nil, il y a un manque d'eau terrible. C'est un des plus grands fleuves du monde. Il traverse plusieurs pays. Et si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'aide qui est apportée dans cette région, je me demande qu'est-ce que ça va être dans les 20 ans à venir. Et la COP27, j'ai l'impression qu'elle ne réagit pas trop là-dessus. Voilà un pas petit très peu loin du Nil. Bien, merci Mohamed, merci. Dans tous les cas, Mohamed soulève une question. C'est vrai que les réfugiés de guerre ukrainiens sont accueillis largement en Europe occidentale, en France et ailleurs, et que les réfugiés de guerre syriens sont moins facilement accueillis. Pourquoi ? Je ne sais pas, ce sont aussi des réfugiés de guerre. Bien, ou du coup ont été moins bien accueillis. Les réfugiés de guerre du Soudan ou de l'Érythrée, eux aussi sont plutôt assez mal accueillis. Bien, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures ? On va nous dire, et pourquoi pas, c'est là, ça vous fait réagir, que les Ukrainiens sont des Européens et que de culture plus proche que de la nôtre que les Syriens ou les Soudanais. Bien, ce sont des arguments, les uns les autres. Je n'entre pas dans je ne vais pas donner mon opinion. D'ailleurs, c'est pas mon rôle. Simplement, la question est posée par Mohamed et je me la pose sans cesse, j'essaie d'y réfléchir sans cesse parce que c'est vrai que ça me travaille cette question. Bien, il est quelle heure ? Il est 12h13, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Jean-Éric Brana dans un instant, les midterms. La vague anti-Biden n'a pas eu lieu. Nous sommes pas au bout du décompte, parce qu'il y a encore des chiffres à peaufiner, mais Jean-Éric Brana va commencer à analyser tout cela. Analyser, c'est l'essentiel. Après, on passe à l'opinion, mais d'abord l'analyse. Il est 22h13. 12h. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La géopolitique des États-Unis, c'est le titre du livre de Jean-Éric Brana. Jean-Éric Brana, bonjour.
C'est votre dernier livre, hein, Jean-Éric? C'est le dernier, oui. C'est le dernier. L'éditeur, rappelez-nous. Presse universitaire de France. Voilà. Le PUF, Presse universitaire de France, c'est prestigieux. Vous êtes enseignant, évidemment, à Assas, on le sait. Jean-Éric Brana, je vous connais depuis longtemps. Vous êtes un observateur acéré, une lecture acérée de la situation américaine, et notamment des élections américaines. Alors, les midterms, nous n'avons pas les résultats définitifs. Loin de là. Quels sont les derniers chiffres que donne le New York Times avec vous, Félix Mathieu? Oui, les démocrates semblent pouvoir limiter la casse, garder le Sénat. Les républicains, comme annoncé par les sondages, bénéficiaient d'une nette avance en revanche à la Chambre des représentants. 197 sièges républicains contre 172 pour les démocrates, selon le New York Times. Mais en revanche, donc au Sénat, c'est plus serré qu'annoncé. Le camp de Joe Biden peut espérer conserver la Chambre haute. Jusqu'ici, elle était à 50-50. Vous savez, la double voix de la vice-présidente la faisait pencher côté démocrate, mais là on serait à 48 sénateurs pour les démocrates pour le moment et 47 un peu moins pour les républicains. Bien, vous avez les mêmes chiffres, Jean-Éric Brana? Oui, j'ai 48, mais... Comment? Je sais pas. En réalité, on va attendre la fin parce que ce qu'il faut dire avec ces chiffres pour mettre tout le monde à l'aise, c'est que tout le monde peut encore gagner. Autant les républicains que les démocrates. Et très franchement, ça se joue sur la tranche de la pièce quand on la jette en l'air. Donc, je ne vais pas vous dire maintenant qui va gagner. On a des résultats extrêmement serrés dans le Nevada où Adam Laxalt, qui est le républicain qui avait été annoncé gagnant, a commencé par perdre, a fait son retard. Maintenant, il est devant. En Arizona, pour l'instant, c'est le démocrate qui est devant, mais alors ça peut remonter, il reste encore 40% à dépouiller. En Alaska, on est certain, c'est un républicain qui gagne, puisqu'ils sont deux à se battre entre eux, et il restera la Géorgie qui se départagera le 6 décembre. Donc on ne sait rien pour l'instant sur le Sénat. On ne sait rien sur le Sénat, on ne saura pas qui a la majorité au Sénat. La Chambre des représentants, elle penche plutôt pour les Républicains. Je rappelle que la majorité, c'est 218 représentants à la Chambre des représentants. Dites-moi, Jean-Éric Brana, finalement, c'est pas la vague pro-Trump ou républicaine qui avait été plus ou moins annoncée? Alors écoutez, on va essayer de distinguer un petit peu tout ça parce que c'est vrai qu'au départ on a dit c'est pas une vague républicaine. Alors on va la corriger un petit peu parce qu'elle est quand même là, la vague républicaine. Oui, c'est vrai. Au départ on ne la voyait pas et maintenant on commence à voir qu'il y a quand même une vague. Le reflux en revanche, il est très net chez Trump. Donc c'est Trump qui perd cette élection. Pourquoi? Parce que tous les candidats qui étaient des négationnistes, ceux qui avaient nié les élections de 2020, qui ont parlé de fraude, qui ont fait campagne dessus, ont tous perdu. À part James Pence dans l'Ohio. Sinon, ils sont tous évacués par les électeurs. Je parle bien des électeurs et je parle bien des électeurs républicains aussi, qui envoient un message assez clair quand même. Peut-être arrêtez de nous mettre dans le passé, proposez-nous des perspectives pour l'avenir et qui s'intéressent à d'autres candidats désormais au sein du Parti républicain. Donc, ils nous indiquent avec ces élections qu'ils sont toujours intéressés par les idées conservatrices, républicaines, mais qu'ils les veulent avec de nouvelles locomotives. Et c'est pour ça qu'on parle tant ce matin d'un homme qui s'appelle Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui a pour le coup un résultat très bon, très consolidé en Floride, à tel point que cet État qui était dit swing state, c'est-à-dire État qui pouvait balancer à droite ou à gauche depuis déjà plus de 20 ans, puisqu'en 2000, on s'est battu pour la présidentielle pour 500 voix, 550 voix. Désormais, il a sorti cet État du jeu. Ça sera un État républicain, point barre. Et ça, on le doit à Ron DeSantis. Donc, les électeurs nous montrent quand même qu'il y a toujours une envie de républicain. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Éric Brana, parce que je sais votre impartialité et je sais votre prudence dans l'analyse à la fois des résultats et l'analyse des déclarations des uns et des autres. Mais ça me rappelle la guerre en Ukraine, comme quoi il faut être extrêmement prudent dans les analyses sur ces sujets majeurs. Donc, oui... C'est vrai que Trump, avec toutes ces déclarations tonitruantes de ces derniers jours, n'est pas le gagnant, aujourd'hui on peut le dire ça, n'est pas le gagnant de ces midterms.
Ah non, il est même clairement le perdant. Et alors, je suis d'autant plus à l'aise pour le faire avec vous qu'en 2018, quand je m'étais présenté à votre micro, pour vous dire que pour moi, Trump avait gagné les élections puisqu'il avait augmenté son nombre de sénateurs et que c'est bien le Sénat qui est la chambre la plus grande. Oui. Vous m'avez rétorqué que j'étais le seul à dire ça et tout le monde analysait en disant qu'il avait perdu puisqu'il avait perdu des députés à la Chambre, ce qui était vrai. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il perd des deux côtés. Il perd à la Chambre et il perd au Sénat et il perd au niveau des gouverneurs. Et là, il perd très gros, il faut dire, puisqu'au niveau des gouverneurs, tous les trumpistes sont balayés à part Vance, encore une fois. Ce qui veut dire que j'utilise beaucoup ce mot en ce moment, qui ne plaît pas forcément à ceux qui sont supporters de Trump, mais je dis qu'il est démonétisé, non pas qu'il n'a plus sa base qui le soutient, il a toujours une base, il y a des gens qui l'aiment bien, mais en réalité, les électeurs, dans leur ensemble, ne veulent plus de lui. Le fait qu'il refuse toujours, d'une manière entêtée, le résultat des élections et qu'il appelle là, qu'il dise non, ne reconnaissez pas le résultat, le résultat, ça lui nuit. C'est ça, c'est le côté mauvais perdant. Hein. Ça peut être marrant en 2 minutes, mais si vous faites une partie de belote avec quelqu'un et qu'il vous jette le jeu à la figure à la fin, ça pourrait vous abuser, vous allez dire je joue plus avec cette personne. En réalité, qu'ils soient démocrates ou républicains, les électeurs sont tous à peu près pareils. Ils ont envie d'avoir des gens sérieux en face d'eux qui prennent en charge leurs problèmes. Or, les problèmes aujourd'hui sont réels. Les gens ont une vraie souffrance face à une crise qui est mondiale, une crise énergétique, une crise de l'inflation, une crise de l'essence. Enfin, c'est un moment compliqué à passer quand même. On regarde sa fin de mois, on regarde comment faire vivre sa famille, comment payer son loyer. Et la crise des loyers est très importante aux États-Unis actuellement. Là-dessus, Trump ne propose plus rien. Il n'a aucune solution, si ce n'est de parler de lui-même. C'est du moi je tout le temps. Je suis votre président, réélisez-moi, vous m'aimez, vous avez besoin de moi. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ça lasse un petit peu. Alors, dans le camp républicain, on voit très bien ce qui risque de se passer, ce qui probablement se passera, c'est Trump d'un côté et DeSantis de l'autre. Pas que. Le fait que DeSantis y aille, ça donne des ailes à d'autres. Vous savez comment ça se passe en politique. Oui. Ils sont assez rapides à voir que quelqu'un commence à démarrer. Et on voit déjà d'autres démarrages. On a vu Ted Cruz, on a vu Lindsey Graham qui ont vite réagi. Ted Cruz a déjà été battu. Et il a été battu, mais il était finaliste en 2016, vous en souvenez. Il a plutôt bien figuré d'ailleurs face à Donald Trump. Il se dit qu'il a peut-être un jeu à jouer encore une fois. Et quand Donald Trump a fait sa déclaration cette nuit en disant « les résultats sont fabuleux », il a vite fait une vidéo en disant « écoutez, nous les Républicains, on s'est plutôt craché cette fois-ci, c'était pas terrible ». Donc c'était le pendant de la déclaration de Trump pour dire « cet homme-là raconte n'importe quoi ». Passons à des gens sérieux. Et il y a pas mal de candidats qui commencent déjà à faire entendre leur voix. Sur Fox News, on entend en boucle aujourd'hui que c'est un échec retentissant, un désastre, ont-ils dit, pour les Républicains. Moi, je ne vais pas jusqu'au désastre. Je dis que c'est pas le résultat qu'ils pouvaient attendre et que ça aurait peut-être été mieux avec d'autres candidats. C'est vrai que beaucoup des candidats proposés, soutenus par Donald Trump, étaient des novices et généralement pas très bons. Ça aussi, les électeurs le voient, puisqu'il ça fait très longtemps que les électeurs ne sont plus des idiots. Quand ils votent, ils voient pour qui ils votent. Merci Jean-Éric Brana. C'est toujours passionnant ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Votre analyse des résultats de ces midterms. Nous ne connaissons pas les résultats définitifs. Nous les aurons ces prochains jours. Merci. Il est 12h26. Vous nous avez accompagnés ce matin. Nous sommes... allez, je suis un peu familier. Nous sommes régalés ce matin sur l'antenne de Sud Radio depuis 10h30. Et j'en suis très heureux. Il est 12h26. Nous laissons la place à Philippe David.